Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique-Midi. Nous partons tout d'abord avec les titres. À la une de ce jeudi 7 mars, tout juste une semaine après les soldats français quadrillent l'Adrar des Ifoghas, le repère des djihadistes au Mali, vous verrez dans ce journal une patrouille de l'armée française confrontée au relief et à une chaleur étouffante. Première dans la chirurgie au Togo, il s'agit de la première pose de prothèse du genou, une réalisation de 4 chirurgiens togolais dans cette édition. Et nous ouvrons avec cette information. Au Mali, le Conseil des ministres a annoncé officiellement hier à Bamako la création d'une commission dialogue et réconciliation qui était souhaitée par les partenaires étrangers au Mali. Cette commission a pour mission de rechercher par le dialogue la réconciliation entre toutes les communautés maliennes. Toujours au Mali, arrestation à Léré et à Tenenkou de 8 terroristes et la saisie d'un important arsenal militaire, une franche collaboration population et militaire. Tout juste une semaine que les soldats français quadrillent l'Adrar des Ifoghas, le repère des djihadistes, au lendemain de l'annonce de la mort d'un 4e militaire français, je vous propose de regarder une patrouille française confrontée au relief et à une chaleur étouffante. Voilà 8 jours que les parachutistes français ont investi le fief djihadiste. 8 jours de combat et de traque à la recherche des otages français. 2 soldats français sont morts ici, et plus de 100 djihadistes. 2 mois après le déclenchement de l'opération Serval, le sanctuaire d'Akmi est aux mains des légionnaires parachutistes. Dans les Iforas, chaque patrouille est une épreuve physique. 45 degrés dans un pays sans ombre, et le poids du matériel qui cisaille les épaules. J'ai à peu près 29 musette, peut-être un peu moins parce qu'on n'a que 10 chargeurs. Et ouais, à peu près pareil pour la musette, une petite trentaine. Parce que là, on a pris au moins 8 litres de flotte. Avec la radio, ça fait 10, la musette à 8, ça fait 5. Après, un peu de nourriture et de quoi vivre et dormir la nuit, parce qu'il fait froid la nuit, ça arrive à 30. Avec le gilet pare-balles et l'arme, près de 50 kilos par homme. Après le passage de l'aviation, seuls les hommes à pied peuvent débusquer les djihadistes enterrés. C'est un embassement, justement, dans lequel ils disposaient des pick-up. C'est très bien camouflé puisque l'armée de terre avait du mal à les repérer. À l'intérieur, possibilité de mettre des caches, si vous voulez. Possibilité de mettre la cache, l'armement, tout ce qu'il faut pour vivre et combattre pendant certains jours. Le ministre français des Affaires étrangères confirme le retrait des troupes françaises à partir du mois d'avril prochain. Ce matin, Laurent Fabius est aussi revenu sur le sort des 2 chefs islamistes, Abou Zeid et Mokhtar Belmokhtar, donnés pour morts par le Tchad. Des tests ADN sont en cours. Je vous propose de l'écouter. Nous savons qu'il y a pas mal de chefs parmi les plusieurs centaines de terroristes qui ont été tués dans toute cette opération. Maintenant, pour la précision sur l'identité des 3 chefs ou 2 chefs qui ont été cités, il faut faire des vérifications très précises avec l'ADN, et c'est ce que les services de l'armée sont en train de faire. Normalement, ça va être assez rapide. Au Kenya, la commission électorale promet les résultats finaux pour ce vendredi. Près de la moitié des bulletins de vote de la présidentielle ont été dépouillés. Pour l'instant, le vice-premier ministre Uhuru Kenyatta possède une nette avance sur son principal rival, Raila Odinga. Dans ce sac plastique, des bulletins de vote retrouvés près d'une poubelle dans ce quartier du nord de Nairobi. D'après la police, tous les bulletins avaient été considérés comme nuls par la commission électorale. Je ne sais pas qui est venu et qui les a jetés là, alors qu'ils devraient être dans les mains de la commission électorale indépendante.
Des suspicions de fraude émergent. Déjà plus de 300 000 bulletins ont été rejetés. Mais le principal objet d'inquiétude, c'est le comptage de voix. Le système électronique a dû être abandonné. C'est donc à la main que les organisateurs doivent compter les voix des plus de 14 millions d'électeurs. Mais la commission tente de rassurer l'opinion. Le fait que nous ayons maintenant abandonné le système de transmission électronique ne signifie en rien que l'intégrité des résultats qui vont être annoncés sera compromise. La fin des dépouillements pourrait avoir lieu vendredi au plus tôt. Selon un décompte très provisoire, le vice-premier ministre Uhuru Kenyatta arriverait en tête. Mais les circonscriptions favorables à son rival, le premier ministre Raila Odinga, n'ont pas toutes encore été décomptées. La course est serrée. Si aucun des deux candidats n'obtient une majorité de 50%, un second tour sera organisé. Santé dans cette édition avec une première dans la chirurgie au Togo. Il s'agit de la première pose de prothèse du genou, une réalisation de 4 chirurgiens togolais. L'opération s'est déroulée hier dans le cadre de la semaine de la chirurgie foraine gratuite. Mercredi matin au CHU Sylvanus Olympio, il flotte le parfum de grève habituel du début de semaine, mais aussi un parfum de révolution chirurgicale. Nous sommes à quelques minutes de l'opération. L'instant est historique. Dernier réglage avant d'entrer au bloc opératoire. L'équipe composée par le professeur Abalo et le docteur Bénissant s'apprête à réaliser une grande première en Afrique francophone. L'arthroplastie du genou ou la pose d'une prothèse totale substitutive du genou. Une opération complexe et exigeante techniquement. Donc il s'agira en gros de changer la partie articulaire qui est au niveau du fémur, donc l'os qui est au niveau de la cuisse. Ensuite, la partie qui est inférieure, donc le tibia, et là, il y a un petit os qui recouvre tout ça, qui est la rotule. Donc c'est toute cette facette-là qu'on va changer. En gros, c'est ça. Avant d'être plongée en anesthésie locale régionale, la patiente quinquagénaire émue exprime son soulagement. Au bout de 4 heures d'intervention, les implants définitifs sont posés et cimentés. Il faut maintenant suturer l'incision. À la fin de l'opération, la patiente arbore un large sourire empreint de gratitude. Selon le chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du CHU, cette opération prouve la qualité du corps médical togolais malgré les maigres moyens dont il dispose. Donc, je suis très heureux que dans mon service au CHU de Mometo-Coin, Sylvanus Olympio, que nous avons pu poser une prothèse totale du genou. Cette révolution chirurgicale sonne comme une bouffée d'oxygène pour un corps médical togolais pris en tenaille entre revendications socio-professionnelles, contraintes matérielles et financières et l'exigence de fournir une prestation de qualité. Le gouvernement camerounais, avec l'appui des partenaires au développement, se préoccupe des problèmes de santé des groupes vulnérables. Un colloque international sur les soins de la personne âgée au Cameroun s'est ouvert hier à Yaoundé. Si par le passé, la prise en charge des personnes âgées était du ressort de la famille et même de la communauté, de nos jours, les mutations sociales, du fait de l'égocentrisme ambiant, font que la solidarité qu'on manifestait jadis vis-à-vis de ce groupe se trouve mise à rude épreuve. L'image de la vieillesse est dans la plupart des représentations celle d'individus encombrants, capables de rien, mais source de dépenses pour la famille. Ces personnes sont isolées, stigmatisées et rejetées. Selon l'OMS, les populations de plus de 60 ans sont aujourd'hui plus nombreuses que celles de moins de 5 ans. Au Cameroun, ces personnes représentent 5,5% de la population. Mais la vie est très chère au Cameroun. Il est difficile actuellement de condamner la famille parce qu'elle ne subvient pas aux besoins d'une personne âgée. Je crois que ces problèmes relèvent de l'État. Ceci passe par la mise sur pied des structures d'accueil spécifiques, la formation d'un personnel spécialisé en santé gérontologique et l'éducation sur l'adoption de styles de vie dès la jeunesse pour un mieux vieillir. Le concours de tous est donc indispensable dans les soins à apporter à la personne âgée, car quelques années seulement nous séparent du vieillard de demain.
Partons cette fois-ci au Burkina Faso pour parler de femmes. Dans la région de la boucle du Mouhoun, elle fait la fierté des femmes respectées par les hommes qui mènent la même activité qu'elle. Celle que vous allez découvrir maintenant a réussi dans un domaine où la volonté seule ne suffit pas. Elle a débuté comme servante avec 25 francs CFA comme revenu par habit lavé, mais aujourd'hui elle est patronne d'une petite unité d'élevage. Fando Koutou Assetou a 43 ans. Elle avance et rien ne la détourne de ce qui l'a fait connaître au-delà des limites de la boucle de Mouhoun. L'élevage, voici son activité. Sa vocation remonte à sa tendre enfance. Mais c'est véritablement dans les années 1990 qu'elle a commencé à voler de ses propres ailes. Au début, je faisais la lessive moyennant un paiement de 250 francs par lessive. Avec mes économies, j'ai d'abord pu acheter un mouton et ensuite des bœufs. Dans ses enclos, elle possède 20 bœufs, 60 moutons et une soixantaine de volailles. Elle s'est éloignée de toute commodité de la vie urbaine pour mener son activité. Pas d'électricité, pas de télévision pour suivre des feuilletons. Mais elle ne s'en plaint pas. L'essentiel, c'est de gagner sa vie. La condition de vie Grâce à Dieu, les conditions de vie se sont améliorées pour ma famille et moi. Je m'occupe de mes employés et mes gains annuels sont satisfaisants. Hier comme aujourd'hui, Kafando Koutou Assetou bénéficie de l'appui financier et de l'assistance technique des ONG, des ministères en charge de l'élevage, de l'agriculture et surtout de celui de la promotion de la femme et du genre pour mener son combat. C'est une femme qui se bat et qui, je pense, par sa détermination, sa volonté d'aller de l'avant, et est un modèle que les autres femmes peuvent bien suivre. Parce que à voir ce qu'elle fait, vraiment, c'est une femme qui force l'admiration. Le commérage, le vol et la paresse, voilà ce que déteste Koutou Assetou qui pense qu'être femme n'est pas une fatalité. Parlons d'élèves en Côte d'Ivoire, tout précisément à Bouaké. Le phénomène de grossesse en milieu scolaire gagne du terrain. La couche la plus touchée, les filles du premier cycle des lycées et collèges. Seulement pour le premier trimestre de cette année scolaire en Côte d'Ivoire, 88 cas de grossesse ont été enregistrés. Une situation jugée préoccupante. La lutte pour la scolarisation de la petite fille vaut la peine d'être menée. L'éducation étant un droit pour tous. Cependant, suivre la petite fille tout le long de son cursus scolaire est une équation difficile à résoudre à cause des pièges à éviter, dont les grossesses. Quand les garçons m'abordent, je me dis qu'il y a un temps pour ça. Actuellement, je suis à l'école, je pense aussi à mes soucis et puis les soucis de la famille. Moi, je me dis que je dois aller loin pour pouvoir m'occuper de mes parents. Donc, ça aussi, ça vient au second plan. À Bouaké, le phénomène des grossesses en milieu scolaire constitue une réelle inquiétude et les chiffres l'attestent. Cette année déjà, il faut dire que nous avons malheureusement constaté 6 cas, dont 4 en classe de 6e, 4e, 5e, 4e. Les deux directions régionales de Bouaké totalisent 88 cas de grossesse au premier trimestre seulement. Des grossesses qui pourraient compromettre la vie de ses futures mères. 16 ans, 6e cas. Ma grossesse ne joue pas sur mon école. La plupart des filles enceintes viennent du premier cycle. Elles sont vraiment innocentes, naïves. Des chauffeurs de taxi moto, des tauliers, des mécaniciens qui sont les auteurs. Les nombreuses campagnes sur les méthodes contraceptives n'ont donc pas porté fruit. Nous faisons en sorte que le garçon et la fille aient les mêmes informations pour qu'ils puissent se protéger. Parce que nous avons des grossesses à risque et dans le temps qui court, c'est pas facile. Les grossesses en milieu scolaire sont favorisées par le partage de l'environnement d'études, la promiscuité à domicile. Il faut également noter la pauvreté, l'envie de paraître, l'influence du milieu social. Et voilà qui met fin à Afrique Midi. L'information continue sur notre site internet www.africabtelevision.com. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.